Au fond, qu'est-ce qui nous fait avancer au travail? Pendant des décennies, on a pensé que c'était juste une question de mécanique, de récompense et de punition. Mais tout a basculé. Allez, on plonge ensemble dans cette révolution qui a remis l'humain au centre de tout. Pendant très, très longtemps, le monde du travail était vu par des ingénieurs. C'était une grande machine, une horloge précise, où chaque personne n'était qu'un simple rouage. Mais la grande crise de 1929, elle a tout fait voler en éclats. Elle a montré que le vrai moteur de l'entreprise, ce n'était pas le métal, mais bien l'humain. Et du coup, cette crise, elle a fait naître une question qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Quand les méthodes traditionnelles ne fonctionnent plus, comment fait-on pour relancer la machine et redonner envie aux gens? Et ce qui est fou, c'est que la première vraie réponse, elle n'est pas venue d'un grand plan stratégique. Non, elle est venue d'un accident, presque par hasard, dans une usine américaine, la Western Electric de Hawthorne, entre 1927 et 1932. À la base, des chercheurs menés par un certain Elton Mayo voulaient juste trouver le meilleur éclairage pour que les ouvrières travaillent mieux. Ils ont changé les ampoules, la température, mais ils ont découvert quelque chose de bien plus puissant. Ce n'était pas l'environnement physique qui comptait le plus, mais le climat psychologique. Le simple fait de s'intéresser à elle changeait tout. Et c'est ça, la grande découverte de Hawthorne. Les salariés ne sont pas des atomes isolés. Ce sont des êtres sociaux qui ont un besoin viscéral d'appartenir à un groupe, de se sentir reconnus, utiles. Le rôle d'un manager, ce n'est pas juste de donner des ordres, c'est de créer un environnement où les gens peuvent s'épanouir. Alors cette découverte, elle a ouvert une porte immense. Derrière, toute une génération de psychologues s'est engouffrée pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans la tête des gens au travail. Ils ont créé des outils, des théories pour décoder notre moteur intérieur. L'un d'eux, Douglas MacGregor, a proposé une idée toute simple, mais révolutionnaire. Il a dit que chaque manager, qu'il le sache ou non, a une vision de base sur la nature humaine. Soit il pense que les gens sont fondamentalement paresseux et qu'il faut les fliquer, c'est la théorie X, soit il pense que les gens aiment le travail et cherchent à bien faire, c'est la théorie Y. Et cette vision de départ, elle change absolument tout. Un manager X va mettre en place des contrôles, des sanctions, un management très autoritaire. À l'inverse, un manager Y va donner de l'autonomie, encourager la créativité. Il ne crée pas une cage, il crée un terrain de jeu. Et puis arrive Frédéric Herzberg. Lui, il va encore plus loin. Il pose une question simple à 200 ingénieurs. Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux au travail? Et qu'est-ce qui vous rend juste malheureux? Et sa découverte est géniale. Ce ne sont pas les deux faces de la même pièce. En fait, il y a des facteurs d'hygiène. Le salaire, les conditions de travail, l'ambiance. S'ils ne sont pas bons, on est insatisfait. Mais s'ils sont bons, ça ne nous motive pas pour autant. Ça nous empêche juste de détester notre job. Les vrais moteurs de la satisfaction, c'est le travail lui-même, la reconnaissance, le sentiment de s'accomplir. Ok, donc là on a vu le quoi, on sait ce qui peut motiver. Mais maintenant la question c'est le comment. Comment est-ce que ça se déclenche dans notre cerveau, ce processus de motivation? La vague suivante de penseurs a essayé de modéliser ça. C'est là qu'intervient Victor Vroom avec sa théorie des attentes. Pour lui, la motivation n'est pas un sentiment magique, c'est le résultat d'un calcul mental, une sorte de petite équation que notre cerveau résout en une fraction de seconde. En gros, c'est comme si notre cerveau se posait 3 questions, dans l'ordre. D'abord, est-ce que je me sens capable de le faire? Si la réponse est oui, on passe à la deuxième. Si je réussis, est-ce que j'aurai une récompense? Et enfin, la plus importante, est-ce que cette récompense, j'en ai vraiment envie? Si la réponse est non à l'une de ces questions, la motivation tombe à 0. Et pour finir ce tour d'horizon, il y a une dernière idée, une idée super puissante, celle de l'équité. Elle nous dit qu'on passe notre temps, sans même s'en rendre compte, à se comparer aux autres. On est des comptables de la justice sociale. On fait un petit calcul dans notre tête. On évalue ce qu'on donne, nos efforts, notre temps, et ce qu'on reçoit, notre salaire, la reconnaissance. Et ensuite, on compare ce rapport à celui de nos collègues. Si on a l'impression que la balance n'est pas juste, que quelqu'un d'autre reçoit plus pour le même effort, alors notre motivation s'effondre. Bon, ok. Tout ça, c'est bien beau la théorie, mais concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Comment on se sert de tout ça aujourd'hui pour créer un environnement de travail où les gens ont envie de se dépasser? La leçon à retenir de tout ça, c'est qu'on ne peut pas forcer la motivation. On ne peut pas l'injecter comme un vaccin. Par contre, un leader peut créer les conditions pour qu'elle émerge. Ça passe par des récompenses justes, des missions qui ont du sens, des managers qui sont de vrais coachs à l'écoute. Et surtout, une culture basée sur le respect et la transparence. Et au fond, tout ce qu'on vient de dire, ça se résume en une seule phrase, celle de Philippe Bernouf. Le rôle d'un manager, ce n'est pas de pousser les gens, c'est de créer un chemin tellement inspirant que les gens ont envie de courir d'eux-mêmes.
Alors pour conclure, la vraie question, c'est peut-être celle que l'on devrait se poser. Dans son travail, aujourd'hui, se sent-on traité comme un simple rouage dans une grande machine ou bien comme une personne à part entière au sein d'une communauté? La réponse à cette question, elle change absolument tout.